Merci. Donc le préambule sera très court puisque le temps c'est 10 minutes pour vous présenter la construction de ce décret en fait. Alors à quel titre je suis là? À quel titre l'ordre des médecins est là? Tout simplement parce que personnellement d'abord je représente j'occupe en tout cas actuellement j'assure la présidence de la section de l'exercice professionnel du Conseil national qui à ce titre a participé à l'ensemble des travaux pour la structuration du décret. D'abord dès la fin 2016 un comité de pilotage, un comité de pilotage commençait à en faire le ministère, qui a duré jusqu'au mois de mai, avec des présentations de pratiques avancées, assez orientées, enfin à travers le monde en quelque sorte, la plupart du temps. Ensuite, il y a eu une pause, les travaux ont repris en septembre et nous sommes entrés dans la construction en tout cas dans l'analyse, dans l'accompagnement, en tout cas les commentaires et les ajustements d'un projet de décret qui aujourd'hui n'est pas stabilisé. Le projet de décret a été soumis à la concertation plus large le 8 mars. Alors, on partait d'un texte relativement flou par certains côtés. On a essayé de le préciser au fil du temps et dont une entente qui a été excellente. Vous voyez que je suis le voisin de Sarah Bonenfant et ça se passe très bien entre les médecins et les infirmières, même si vous avez vu dans la presse ces jours-ci effectivement des propos qui n'honorent ni les uns ni les autres, en tout cas pas ceux qui les tiennent. Et on se rend compte que beaucoup de gens en parlent de ces pratiques avancées, mais que peu de gens les connaissent. Ils ne savent pas de quoi on parle. C'est la raison pour laquelle, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu ce déroulement. Donc c'est un nouveau métier, on en a parlé, qui est prévu dans la loi de 2016. Il ouvre un champ nouveau d'activité qui est actuellement, pour l'infirmière en pratique avancée, qui est actuellement de la compétence du médecin. On est d'accord. Alors, la DGOS nous dit qu'il s'agit d'une approche complémentaire et non substitutive aux réflexions sur les décrets d'actes, comme aux démarches relatives au protocole de coopération. C'est vrai qu'au cours de nos discussions, il y a eu à un moment un rejet absolu des protocoles de coopération dont on a parlé ce matin, mais qui sont un peu compliqués à mettre en œuvre, mais qui ont fait la preuve quand même de leur efficacité dans un certain nombre de domaines, et ils nous ont été exposés ce matin. Alors pourquoi? Vous le savez bien, on l'a dit partout, c'est pour répondre aux enjeux de santé actuels et à venir, le vieillissement de la population, les pathologies complexes, l'accompagnement des parcours, pour répondre aussi aux attentes de nombreux médecins. Les médecins sont demandeurs. Les patients en ont besoin, mais les médecins sont demandeurs. Il faut arrêter. On entend là, c'est l'écume qu'on a entendu là. Je crois qu'on a donné une importance, enfin, la presse a donné une grande importance à tout ce qui fait de l'écume. Donc on en a parlé. Bon, et puis il y a aussi les aspirations des infirmières, bien évidemment, mais Sarah en parlera. Donc la loi précise les endroits où pourra exercer une infirmière en pratique avancée. Ça n'est pas quelque chose d'absolument généralisé. Et la loi précise qu'une infirmière pourra pratiquer au sein d'une équipe de soins primaire coordonnée par le médecin traitant, au sein d'une équipe de soins en établissement de santé ou en établissements médico-sociaux coordonnés par un médecin, ou en assistance d'un médecin spécialiste hors soins primaires en pratique ambulatoire. Voilà le cadre. La loi prévoit également qu'un décret en Conseil d'État précisera les domaines d'intervention, les conditions d'intervention et les règles d'exercice. Le décret donc, est en construction, il est quand même très avancé actuellement. Il précise que l'infirmière en pratique avancée, IPA, je prends l'acronyme, collabore avec les professionnels de santé œuvrant tout au long du parcours de soins dont la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin. Il y avait un certain flou, mais c'est Yves Mogard qui le mettait dans son slide de départ tout à l'heure. Il y a un rôle décisionnel du médecin, ce n'est pas un rôle décisionnel sur la vie de l'équipe. Il a un rôle essentiel sur 2 points. C'est la stratégie diagnostique, c'est lui qui devra en répondre. Et deuxièmement, les choix thérapeutiques. Là, c'est clair qu'il va construire avec d'autres. Évidemment, quand il faut prendre en charge quelqu'un. Et là, je fais un petit aparté parce que vous êtes tous hospitalo-universitaires et on se rend compte qu'il y a une vision un petit peu différente, en tout cas un peu plus détachée, je suis désolé, j'espère que personne ne prendra mal, en matière de responsabilité. L'hôpital est responsable, on s'adresse à un hôpital,
L'hôpital est responsable et le médecin est assuré, entre guillemets, par l'hôpital. Dans l'équipe pluriprofessionnelle, on prend toujours l'exemple des pôles et maisons de santé, le patient s'adresse à un médecin qui travaille dans une équipe, mais la responsabilité du médecin sur le diagnostic et la thérapeutique est directement engagée. Vous savez que et ça je le précise, une équipe de type pôle et maison de santé, qui a une organisation de type, une structure juridique de type CISA par exemple, la structure juridique n'est pas une structure juridique d'exercice, c'est une structure juridique de moyens. Il n'y a donc aucune structure juridique à qui on puisse s'adresser, qu'on puisse attaquer en cas de difficulté, en particulier sur le plan civil. Voilà, donc que les choses soient claires. Là, le médecin en première ligne. Demain, ça sera peut-être différent si des structures juridiques se mettent en place vis-à-vis d'équipes. Voilà, donc ça, c'est une chose qui est reposée. Alors, le décret devra définir les domaines d'intervention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 domaines d'intervention ont été définis. Ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas toute la médecine. Donc, c'est les maladies chroniques stabilisées, notamment pour la prise en charge des personnes âgées. Le ministère voulait faire passer cette notion de besoin pour les personnes âgées. L'oncologie, c'était une demande forte. Les infirmières cliniciennes en oncologie, c'est une grande demande des oncologues. Au départ, il avait été noté grève rénale. Et finalement, ça s'est un peu étendu vers l'insuffisance rénale, mais plutôt dans la périphérie de la greffe. Et enfin, la santé mentale et la psychiatrie, vous savez que c'est un secteur qui est en difficulté majeure actuellement, et nous avons un travail actuellement avec la DGOS et les psychiatres sur le sujet. Alors, quel type d'intervention? Là aussi, le décret dit que ce sont des activités d'orientation, d'éducation, de prévention et de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, des prescriptions de produits santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. Là aussi, on va en reparler, c'est ce qui a fait un peu d'écume et de mousse, tout fout le camp, les infirmières vont prescrire tout ce que les médecins étaient aptes à prescrire en biologie ou en médicaments. Ça n'est pas la réalité. Tout ça, on a parlé d'autonomie tout à l'heure, ce matin quelqu'un faisait la remarque. Oui, il y aura une autonomie, mais dans un cadre qui est défini. Alors, quelles conditions, quelles règles pour l'exercice? D'abord, un dossier médical partagé, un accès à l'information concernant le patient. Et un dossier médical partagé, protégé, enfin tracé, avec les sécurités qu'il faut. Quel patient? Qui va définir? Je pense qu'on peut peut-être reprendre un exemple, par exemple, maladie chronique stabilisée, un diabète de type 2, stabilisé par deux antidiabétiques. Le médecin voit son patient tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il dit, moi je le confierais bien à une infirmière en partie avancée de l'équipe. Si je le vois une fois par an, qu'il a eu ses examens régulièrement pendant cette période-là, son HbA1c, l'infirmière peut lui renouveler les médicaments qui sont déjà prescrits ou les adapter. Il est écrit que renouvelle ou adapte dans le texte. Elle va pouvoir les adapter. Il faut une consultation d'ophtalmo, un examen cardiaque. Elle peut très bien faire la démarche vers le cardiologue et le médecin décide de la revoir, a prévu de la voir 1 an plus tard. Il reverra son patient, à condition qu'il n'y ait pas eu de problème particulier, parce que vous verrez que tout est prévu. Verra son patient, le patient, 1 an plus tard, avec l'ensemble du bilan, et ça fonctionne. Donc, globalement, le médecin suit un diabétique de type 2, il va donc proposer... Pardon, 3 minutes déjà? Il n'en reste que 3? Oh là, c'est pas vrai. Donc, voilà où on en est. Donc, il propose, en cas de dégradation de l'état du patient ou d'une situation dépassant son champ de compétences, l'infirmière le renvoie vers le patient. C'est clair. J'accélère. Vers le médecin, pardon, excusez-moi. Alors, qui informe le patient? Le premier qui est en contact, c'est le médecin, il le suivait.
il va en accord avec l'équipe. Avec l'équipe, il va avoir l'infirmier, enfin, ils vont se mettre d'accord et il passera le relais. Et comment? Alors là, comment? Le médecin va donc il va en discuter avec l'équipe. Par un document, il y aura un document qui sera validé par l'équipe, remis au patient, versé au dossier. Ce document précisera les modalités de la prise en charge, la fréquence des consultations médicales programmées, la composition de l'équipe, les possibilités de refus, les conditions du retour vers le médecin, la confidentialité des données. Clair. Alors, quelles seront les autres missions de l'infirmière en pratique avancée? Ça va être, d'une part, d'animer l'équipe. On disait que l'infirmière doit avoir le leadership clinique de l'équipe, sur le plan des infirmiers. Et elle insulte une philosophie, nous disaient les infirmiers. Elle contribue à l'évaluation des pratiques professionnelles. Elle évalue et propose les réponses aux besoins de formation de l'équipe. Elle participe à des travaux de recherche. Et enfin, on redit quelque chose qui est évident, parce qu'il n'y a pas besoin d'être infirmière en pratique avancée pour être responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre. Des actes qui sont quand même beaucoup plus qu'ils mettent en plus en responsabilité. Alors là, on arrive aux arrêtés. C'est bientôt fini. Ça, c'est le décret. C'est le chapeau, là. C'est l'état actuel du décret. Des arrêtés vont préciser les pathologies chroniques stabilisées éligibles. On parle aujourd'hui de pathologies cardiovasculaires, de diabète, d'insuffisance respiratoire, enfin, tout ce qui est des maladies neurodégénératives, de l'épilepsie. Les prescriptions médicales qu'il est autorisé à renouveler ou à adapter. Les examens biologiques qu'il est autorisé à prescrire. Il avait été écrit à interpréter, mais les biologistes hospitaliers nous ont dit que seuls les biologistes peuvent interpréter. Donc ça a été retiré. Les dispositifs médicaux, les actes de suivi, les actes techniques qu'il est autorisé à pratiquer sans prescription médicale. Je dois dire, enfin on en parlera tout à l'heure, que c'est ce qui a un petit peu agité l'opinion. Enfin, d'autres textes. Un arrêté définira, d'une part, les activités qui sont prévues, mais ça, Isabelle en a parlé tout de suite, les activités qui vont déboucher sur un besoin de compétences, et évidemment, pour l'acquérir, une formation adaptée. On commence par quelles activités, qui nécessiteront quelles compétences, mais quelle formation. Enfin, un décret simple s'appuiera sur, la nature du diplôme, la durée de l'expérience dans le métier socle, parce qu'on oublie de le dire. Chez les anglo-saxons, c'était en moyenne 5 à 8 ans d'exercice de la profession avant de pouvoir entrer dans la pratique avancée. Aujourd'hui, on s'oriente vers 3 ans. Donc, ça n'est pas encore défini. Donc c'est un décret qui le définira. Les conditions de la VAE, on en a parlé tout à l'heure, et les conditions de la reconnaissance pour les ressortissants européens. Donc ça sera un décret simple. Et enfin, les modalités d'enregistrement du titre et du diplôme. Alors, quels ont été nos points de vigilance à nous nommer dans cette démarche? On a essayé de faire en sorte que ce soit clarifié, pour que ce soit acceptable. Vous avez bien vu un petit peu les mouvements qu'il y a eu, excessifs dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas. Il faut savoir qu'un médecin qui ne veut pas mettre un de ses patients dans la pratique avancée, il n'en met aucun. Ils ont la liberté. Et alors qu'on a eu l'impression qu'un discours a laissé entendre qu'ils allaient être contraints. Donc globalement, on a voulu que ce soit absolument clair, on a fait préciser un certain nombre de choses, et aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui est clair. On s'est entendu avec les infirmiers. Alors après, il persiste un petit, une petite ambiguïté au moment de la liaison. Et vous avez vu les syndicats médicaux, on en avait parlé, parce qu'au départ il n'avait pas été prévu de documents pour le patient, enfin c'était un peu compliqué. Tout ça, ça s'est affiné dans la réflexion, et aujourd'hui, il y a une discussion syndicale en particulier qui réclame à nouveau des protocoles au moment de la transmission, ce qui n'était pas prévu, qui n'est peut-être pas dans l'esprit, puisqu'en principe, le document de transmission et le dossier qui est apporté contient un certain nombre de préconisations et d'orientations. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire sur la partie écriture du décret et le contexte actuel qui va encore changer peut-être parce que la concertation a débuté le 8. Vous voulez brancher ?